On se retrouve pour une nouvelle section sur les lentilles minces dans l'approximation de Gauss. Alors, dans cette partie, on va essayer de s'intéresser à une partie un petit peu plus calculatoire, c'est-à-dire que dans la partie précédente, on a vu comment faire des constructions graphiques, et ces constructions graphiques, je vous rappelle que la partie la plus importante, ça correspond en fait aux 10-15 dernières minutes dans lesquelles vous avez appris à faire les trois rayons principaux, le rayon qui passe par le centre optique, le rayon qui rentre parallèlement à l'axe optique et ressort par F', et le rayon qui rentre en passant par F et ressort parallèlement à l'axe optique. Donc avec ces trois rayons-là, vous pouvez faire toutes les constructions graphiques et faire les résolutions de manière graphique. Ce sera une partie des exercices qu'on vous demandera. Mais on va aussi vous demander une deuxième partie qui va correspondre à des calculs. Et pour faire les calculs, on a besoin des formules de conjugaison correspondantes. Et donc on va commencer par définir des notations pour la position et pour le grandissement, et puis ensuite avoir des formules, les formules de Descartes et la formule de Newton, qui permettent de faire des calculs effectivement. Donc ce sera les premiers calculs qu'on aura vraiment à faire pour cette année, et vous verrez que c'est pas très compliqué, sauf à se rappeler que si on vous donne des inverses, c'est pas pour rien, c'est pas parce que on s'amuse simplement à se compliquer les formules, mais c'est parce que ça aura de l'importance et ça permettra de revoir quelques notions de calcul sur les inverses. Alors, on commence par définir position et les positions des objets et images de la lentille. Alors, on va faire une notation qu'on utilise très souvent. Alors déjà, on va utiliser des positions qui sont des positions avec des grandeurs algébriques. Donc ce qui va m'intéresser pour la position d'un objet A, ça va être la distance OA et plus particulièrement la distance algébrique. Je vous rappelle que si vous avez des rayons qui se déplacent par exemple vers la droite, que votre segment OA va vers la droite aussi, il va être compté comme positif, mais si le segment OA va vers la gauche, à ce moment-là, il va être compté négatif. C'est un petit peu le pendant des vecteurs avec une seule dimension, et on va regarder la projection du vecteur sur la ligne horizontale. Si ça va vers la droite, c'est compté positivement, si ça va vers la gauche, c'est compté négativement. Alors, comme l'objet est noté A, la position de l'objet, on va la noter P, et on note ça, c'est la grandeur algébrique OA. Donc ça, c'est pour l'objet, position de l'objet en règle générale. Ça, c'est quand on sait exactement de quoi on parle, c'est-à-dire qu'on sait de quel objet on parle et surtout de quelle lentille. Donc on a un unique objet, une unique lentille. Si jamais on définit plusieurs objets ou des objets successifs, parce qu'il y a des lentilles successives, il va falloir savoir par rapport à qui on est en train de travailler. Mais la plupart du temps, quand on a une seule lentille, cette notation-là nous permettra de simplifier et ça évitera d'avoir des barres partout, surtout qui se confondent avec les barres de fraction. Donc P, c'est la position de l'objet, et étant donné que l'image va être notée en règle générale A', pour l'image de A par la lentille L, eh bien on va noter la position algébrique de l'image, P', et donc là vous vous retrouvez avec la position de l'image. Donc ça, c'est pour l'utilisation dans les formules, et c'est une notation assez souvent utilisée. Alors on va définir une autre notion qu'on appelle le grandissement. Alors attention, c'est bien grandissement qui m'intéresse ici. À ne pas confondre avec le grossissement. On parlera par exemple du grossissement d'un microscope, qui sera une autre notion. Le grandissement, c'est pour savoir combien un objet a grandi après passage dans le système optique, c'est-à-dire la taille de l'image comparée à la taille de l'objet. Un petit peu comme si vous voulez faire une projection sur un écran, quand vous prenez votre objet de base et vous projetez une image sur un écran, à ce moment-là, sur l'écran, l'image sera peut-être plus grande que votre objet. Typiquement, quand vous prenez un projecteur de diapositive, les diapos, elles font 24 x 36 mm, donc elles sont relativement petites, et vous projetez ça sur un écran de 3 mètres de large et de 2 mètres de haut pour avoir le même rapport, et donc vous avez votre image qui prend plus de place directement sur l'écran. Et donc au niveau du grandissement, on va noter ça gamma, et le grandissement par définition, ça va être le rapport de la taille de l'image
sur la taille de l'objet. Alors bien sûr, pour avoir une image, vous avez besoin d'avoir un point sur l'axe optique et un point hors axe optique. Et on va toujours considérer, pour pouvoir raisonner par aplanétisme, puisque la plupart du temps vous allez mettre vos écrans qui sont bien plats comparés au déplacement des faisceaux lumineux. Donc par aplanétisme, si vous avez un point image A' ici, un point B' image de B là, vous allez mesurer la taille sur l'écran de ces deux choses. Et comme on va travailler là aussi en grandeur algébrique, on va définir la grandeur A'B' algébrique et AB algébrique, où là on va devoir définir une autre position. Par exemple, si vous prenez votre lentille comme ça, la grandeur positive, en règle générale, c'est quand les rayons vont de la gauche vers la droite. Là, vous avez le point O. Donc, si je mets un point A ici, vous voyez que le OA sur mon dessin, il est négatif. Si je mets un A' de l'autre côté, OA' ici, il va être positif, il va dans le même sens. Ça, c'est pour le sens horizontal. Mais si je mets un point B ici, pour avoir un objet qui est hors axe optique, un deuxième point hors axe optique, son image, par exemple, alors je vais mettre A' plutôt là, son image pourrait être comme ça. Et là, on va définir en règle générale le sens positif comme étant le sens vertical ascendant. Maintenant, vous pouvez prendre le sens vertical descendant, ça ne changera pas la face du monde puisque ça change tous les signes et le rapport pour le grandissement sera toujours de même signe. Donc ça ne posera pas de souci. Si le rapport est négatif, que AB soit vers le haut ou vers le bas, A'B' du coup sera vers le bas ou vers le haut, mais il sera toujours inversé l'un par rapport à l'autre. Et si vous changez le sens conventionnel pour la positivité du courant, pour la positivité du choix de cette grandeur algébrique, ça ne changera pas le problème. Bon, donc le grandissement, ça va être ça par définition. Donc ça, c'est la définition de votre grandissement. Et on va avoir plusieurs cas pour lesquels on va devoir discuter juste un tout petit peu ce qui se passe, donc plusieurs cas possibles. On va commencer par un grandissement qui est strictement supérieur à 1. On a deux informations dans le grandissement. On a sa valeur, en valeur absolue, et on a aussi son signe. Alors là, le grandissement, il est positif. Alors, le souligner est un tout petit peu trompeur, on aurait pu croire que c'est un gamma algébrique. En fait, gamma, il a déjà un signe, c'est pas la peine de le signaler. On ne met les petits soulignés que pour les distances, pour signaler qu'on prend une distance positive ou négative, parce qu'une distance, normalement, c'est toujours positif. Donc, gamma est supérieur à 1, ça veut dire que vous avez une image qui est droite et agrandie. Ça veut dire qu'elle est plus grande que l'objet de départ. C'est typiquement le cas pour un projecteur de diapositive. Vous passez d'une petite diapo qui a cette taille-là à un écran, donc votre image va devenir beaucoup plus grande. Ça, c'est la première chose. Ensuite, si vous prenez un gamma inférieur à 1, mais positif, à ce moment-là, vous avez toujours une image droite. Alors droite, c'est dans le sens, elle est dans la même direction que votre objet. Elle a la même orientation. Si l'objet allait vers le haut, l'image va vers le haut aussi. Donc, quand gamma est positif mais inférieur à 1, l'image est toujours droite, mais elle est plus petite. Parce que, en valeur absolue, A'B' est plus petit que AB, et ce qui veut dire que votre image va être rapetissée. C'est le contraire, si vous prenez l'image d'un écran par le truc de diapositive, mais vers la diapositive, à ce moment-là, ce qui est relativement non usuel, mais à ce moment-là, vous aurez une image qui sera plus petite. Effectivement, ensuite, si vous prenez votre gamma négatif, mais supérieur à moins 1, donc en valeur absolue encore inférieure à 1, ce qui se passe, c'est que vous avez une image qui est renversée cette fois-ci par rapport à l'objet, c'est-à-dire qu'elle est à l'envers. Si l'objet va vers le haut, l'image va vers le bas.
est plus petite, ça veut dire en taille sur l'écran, la taille sur l'écran va être plus petite que la taille de l'objet si on le mesure à la règle directement, valeur absolue. Et puis, vous avez le cas où gamma est inférieur à -1, donc en valeur absolue, il est supérieur à 1 et il est négatif. Vous avez, comme il est négatif, une image qui va être une image renversée. Et comme la valeur absolue est supérieure à 1, l'image sera plus grande que l'objet. On aura donc une image qui va être agrandie. Bien, donc ça, c'est pour la notation. Alors, on en arrive aux formules de conjugaison, à la formule de conjugaison de Descartes. Alors, ne pas confondre les lois de Descartes de la réfraction et de la réflexion qu'on a énoncées dans le chapitre précédent avec la formule de Descartes qui est pour les lentilles minces, et uniquement pour les lentilles minces, donc qu'on appelle du coup formule de conjugaison de Descartes, et donc ce qu'on appelle aussi formule avec origine au centre optique, donc origine en haut. Alors on va tout de suite l'énoncer. C'est pour une lentille L, de distance focale f' donnée, qui envoie A sur A', objet sur l'axe optique, on a un lien qui relie la position de l'objet et la position de l'image, et ce lien peut se retenir avec la formule suivante. On a l'inverse de la position de l'image moins l'inverse de la position de l'objet qui est égal à l'inverse de la distance focale. Voilà, alors là, c'est cette formule-là qui fait intervenir des inverses. Et si on a mis des inverses, c'est que ça sert à quelque chose. C'est-à-dire que ne vous dites pas, une année, chaque année, en fait, j'ai des élèves qui disent c'est super facile l'optique. On commence, on cite la relation de Descartes, donc ils écrivent 1 sur P' moins 1 sur P égale 1 sur F', mais ils continuent en disant donc P' moins P égale F'. Alors dites-vous bien que si on s'embête à mettre des 1 sur, c'est que vraisemblablement ça ne marche pas. Donc prenez des exemples, je sais pas, moi prenez P' égale 1, P égale 2 et regardez si ça marche. 1 sur 1 moins 1 sur 2, est-ce que c'est la même chose que 1 moins 2? Pas sûr, parce que 1 moins 1,5 ça fait 1,5 et 1 moins 2 ça fait moins 1. Donc il y a un souci, c'est pas la même chose, c'est même pas la même chose que l'inverse. Moins 1, c'est pas l'inverse de 1,5. Il n'y a pas le même signe, il n'y a pas la bonne grandeur, donc il n'y a rien qui va. Bref, s'il y a des inverses, il y a une bonne raison pour ça. Et la plus grosse difficulté que vous aurez dans les exercices d'optique, c'est de savoir ce que vous cherchez, parce que en règle générale, dans cette relation, il y a deux choses que vous connaîtrez. Par exemple, P et P', il faudra trouver F', ou alors vous connaîtrez la position de l'objet et la focale, il faudra trouver où se trouve l'image. Bref, il faudra savoir qu'est-ce que vous voulez isoler dans l'affaire pour réussir à le retrouver, et donc il va falloir calculer avec ces inverses, mettre ce même dénominateur, il va falloir s'entraîner un petit peu pour réussir à refaire ce genre de petits calculs. Alors avant de commencer cette démonstration, il y a quand même un truc qui va avec cette formule-là, c'est que dans la formule de Descartes, c'est principalement celle-ci, mais il y a aussi la relation qui donne le grandissement, et le grandissement, donc le grandissement je l'ai défini comme la taille de l'image sur la taille de l'objet, on va voir que c'est aussi le rapport de la position de l'image algébrique sur la position de l'objet, et ça aussi on va le démontrer directement en fait avec Thalès. On verra que ça ressort, mais ça c'est les deux choses qu'il vous faut retenir. Alors normalement les relations sont censées vous être fournies. En pratique, parfois il peut y avoir des petits oublis, le mieux c'est que vous les reteniez. C'est pas beaucoup par rapport, surtout en ce début d'année, mais par la suite ce sera très utile de l'avoir directement.
Bien, alors on va essayer de démontrer cette relation de conjugaison de Descartes en utilisant un petit dessin. Alors, on va se placer dans un cas particulier, mais en fait la démonstration peut se refaire dans toutes les situations et je vais essayer de rester le plus général possible pour bien comprendre, parce que les triangles en situation de Thalès qu'on va utiliser vont se retrouver en fait systématiquement, quelle que soit la manière dont on prend, si on prend une lentille convergente, divergente, quoi que ce soit, ça marchera toujours. Donc on va s'appuyer un petit peu sur la géométrie, voir cette démonstration, elle n'est pas au programme, le but n'est pas que vous sachiez forcément la faire, mais c'est juste pour comprendre comment ça fonctionne, parce qu'il peut y avoir des exercices où ça apparaisse, ou du moins une relation qui est indiquée ici vous donne une information sympathique. Alors on va essayer de faire un bien joli dessin pour faire cette démonstration. Comme vous voyez sur le dessin, on commence par placer la lentille, son foyer objet, son foyer image, et puis ensuite l'objet. De l'objet, on fait partir les trois rayons caractéristiques. Celui qui passe par le centre optique et n'est pas dévié, celui qui rentre parallèlement à l'axe optique et qui ressort en passant par le foyer image F'. Et donc là, ça suffit d'avoir deux rayons, suffit pour nous donner la position de l'image. Et donc là, on fait un tout petit peu de rétropédalage. Le rayon qui ressort du système parallèlement à l'axe optique doit être rentré en passant par B et par le foyer objet F. Et c'est bien ce qu'on vérifie après le tracé. Donc là, on a fait le tracé pour un objet réel qui donne une image réelle pour une lentille convergente, mais on peut très bien s'amuser à faire tous les autres types de tracés avec les autres types de lentilles et les autres types de positions. Ça nous donnera exactement les mêmes informations et on va pouvoir faire la démonstration de Descartes. Alors, tout de suite, on va essayer de s'intéresser aux différents triangles que l'on a à disposition. Si on commence par les triangles OAB et OA'B'. Ça veut dire les triangles qui sont ici en configuration de Thalès-Papillon. Vous voyez tout de suite que ces triangles-là font un lien entre le rapport taille de l'image sur taille de l'objet et position de l'image et position de l'objet. Donc en fait, gamma, par définition, c'est égal à A'B' sur AB, et par le Thalès, l'utilisation du théorème de Thalès dans le triangle OAB et OA'B', vous voyez qu'on a du OA' sur OA, c'est-à-dire le P' sur P qui avait été annoncé à la page d'avant et qui est un résultat que vous devez connaître, même si normalement il vous est rappelé, c'est bien de le savoir. Donc si vous connaissez la position de l'image, la position de l'objet, vous avez un moyen direct d'obtenir le grandissement. Donc ça, c'est les premiers triangles en situation de Thalès qui nous permettent d'obtenir ces informations-là. Alors il y a d'autres triangles en situation de Thalès, et dans ces autres triangles en situation de Thalès, on va obtenir d'autres informations. Alors, on va regarder dans les triangles, par exemple, OF'I et A'F'B'. Donc, on a aussi un Thalès dans les triangles OF'I et A'F'B'. Et vous voyez que OI a la particularité d'être égal à AB. Donc dans ces triangles-là, on est ici, entre là et là. Et vous voyez que dans ces triangles-là, on va avoir A'B' sur OI qui est égal à, donc A'B' sur OI, ça va être AF' sur OF', A'F' sur OF', et ce A'B' sur OI, on peut remarquer au passage que ça va être directement A'B' sur AB, et donc on a une autre expression de gamma. Alors, je la marque juste ici pour l'avoir sous la main.
mais on va pouvoir la réutiliser par la suite, notamment quand on va regarder la relation de Newton, donc la relation de conjugaison avec origine au foyer, qui nous permettra en fait d'obtenir les informations, une autre manière, une autre relation de conjugaison qui sera utile dans d'autres cas. Mais pour le moment, ce A'B' sur AB, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'il est égal au P' sur P qu'on a fait tout à l'heure. Alors ce serait bien que, comme du côté gauche de l'équation, j'ai du P' et du P, ce qui va apparaître dans la relation de Descartes, je le fasse apparaître ici. Or, pour le faire apparaître, je vais être obligé d'introduire de force P' ou P. Vous voyez que j'ai un A', donc P ne va pas apparaître, mais pour faire apparaître P', il faut que je fasse apparaître un O, donc j'utilise la relation de Charles, qui est valable pour ces distances algébriques, en disant, j'introduis le point O, et donc pour aller de A' à F', c'est équivalent à dire que je vais de A' à O et ensuite de O à F'. Si jamais O était à droite, par exemple, ou comme c'est ici de A' à O plus O à F', A' à O est plus négatif que de O à F', et donc A' F' est bien négatif, par exemple, malgré le fait que j'ai une somme, je somme un positif avec un négatif, et donc j'ai finalement quelque chose ici qui va être négatif. Divisé par OF', OF' ça m'intéresse puisque OF', c'est directement la distance focale. Et là aussi, il apparaît la distance focale. Alors, A'O, c'est je vais de A' à O, alors que le P' qu'on a ici, c'est pour aller de O à A'. Donc ce A'O, c'est du moins P'. D'où j'ai une relation qui fait apparaître P' sur P, et c'est égal à moins P' plus F' sur F'. Alors, est-ce que cette relation va suffire à mon bonheur pour réussir à obtenir la relation de Descartes? Je vous rappelle que dans la relation de Descartes, il y a du 1 sur P' moins 1 sur P égale 1 sur F'. Et donc là, vous voyez, j'ai déjà quelque chose sur P, quelque chose sur F'. Ça s'annonce bien. Donc il suffit que je divise à droite et à gauche par P'. Donc de ce côté-là, je me retrouve avec du 1 sur P, qui est égal à du moins P' plus F' sur P' F'. Je vais séparer. Là, les P' se simplifient, donc j'ai du moins 1 sur F'. Là, au contraire, c'est les F', donc j'ai du plus 1 sur P'. Et finalement, en faisant passer le 1 sur F' de l'autre côté, je me retrouve bien avec 1 sur F' égale 1 sur P' moins 1 sur P. D'où la relation de Descartes qu'on a démontrée ici en jouant sur les relations de Thalès. Alors on peut s'étonner du fait que Thalès, en fait, ça nous donne une relation sur des distances normalement. Mais en fait, j'ai fait attention, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais j'ai fait attention dans mes Thalès de toujours écrire les relations en partant des mêmes points. Là, par exemple, vous voyez, quand je fais A'B' sur AB, c'est égal à OA' sur OA, c'est-à-dire que j'utilise le même point d'appui dans le triangle, là à chaque fois la base, donc le point qui est sur l'axe, et ensuite le point qui est au niveau de la pointe de chaque triangle, et en faisant ça, je préserve l'égalité des rapports, même en gardant les signes des dimensions algébriques, puisque là par exemple, OA' sur OA, vous voyez qu'il y en a un positif et un négatif, c'est bien égal à A'B' sur AB, parce que A'B' il est négatif et AB il est positif, le rapport des deux étant bien négatif tout le temps ici. Là c'est pareil, quand j'ai écrit dans ce triangle-là, j'ai fait A'B' sur OI, donc en faisant dans le même sens, je pars de l'axe et ensuite je vais vers la pointe du triangle. Et là après, je suis reparti de A'F' et OF', donc je repars de l'angle droit pour aller vers le point suivant. Et en faisant ça, je conserve à nouveau le rapport, le signe du rapport qui apparaît naturellement là-dedans. Donc, en faisant ça, j'ai bien une démonstration qui va rester générale et bien algébrique. Et il faut penser que quand on utilise Descartes, là par exemple sur cet exemple, P est négatif. Donc quand je fais moins 1 sur P,
j'ajoute en fait quelque chose. Je fais plus un truc positif. Moins un négatif, ça fait plus un positif. Donc, quand on remplacera les valeurs, il faut faire attention sur la manière de le faire pour s'assurer, parce que dans l'énoncé, on vous donnera rarement les valeurs directement algébriques. Ce sera à vous d'interpréter l'énoncé pour réussir à obtenir les bonnes informations. Alors, on va tout de suite faire un petit exemple avec l'énoncé, enfin 3 petits exemples en fait, avec 3 petits énoncés. Donc, le premier, j'ai un objet à 10 cm devant une lentille, donc devant la lentille L, de focale f' qui vaut 20 cm. On ne vous dit pas si la lentille est convergente ou divergente, ce sera à vous de réfléchir 2 secondes. Et moi, ce que je veux, c'est la position de l'image et son grandissement. Donc, quel est le grandissement correspondant lors de cette transformation. Ensuite, deuxième exercice. Alors, bien sûr, une fois que j'ai fait les énoncés, vous vous arrêterez et puis vous essayerez de faire les petits raisonnements. Donc, deuxième exercice, on a une lentille de vergence. Alors là, c'était un f'1. Donc là, j'ai une deuxième lentille de vergence V2 qui vaut moins 4 dioptries. Qui forme une image réelle à 10 cm de son centre optique. Donc, forme A' réel à 10 cm de haut, je ne vous dis pas de quel côté, ce sera à vous de réfléchir, et là-dedans je cherche l'objet, donc P, et le grandissement aussi, donc le rapport A'B' sur AB. Et troisième question, on a une lentille qui forme une image virtuelle à 30 cm de la lentille, donc on va dire du centre optique O, à partir d'un objet virtuel lui aussi à 10 cm de haut, c'est ça. Ce qu'on veut, c'est la distance focale de la lentille, donc f'3 est le type de la lentille, si elle est convergente ou divergente, et sa vergence, V3. Donc, je vous laisse 2 minutes, vous réfléchissez, et puis on se retrouve pour la correction. Allez, c'est parti pour la correction. Donc, pour le premier, il s'agit d'interpréter correctement l'énoncé. On vous dit que l'objet est à 10 cm de la lentille. Donc déjà, ça veut dire que la valeur absolue de P1, parce qu'on va noter ça pour la première lentille, ça vaut 10 cm. Mais, comme il est devant la lentille, ça veut dire qu'il est placé comme ça. C'est un objet réel, étant donné qu'il est devant la lentille. Les rayons vont de la gauche vers la droite. Ça veut dire que pour aller de haut à A, vous remontez les rayons. Vous avez donc une valeur de P qui est négative. Donc, pour le premier, on va les noter là, on a P1 qui est égal à moins 10 cm. Vous avez f'1 qui est égal à 20 cm. Et donc, on va utiliser la loi de Descartes. Là, ce qui m'intéresse, c'est 1 sur P'. Donc, j'ai 1 sur P'1 qui va être égal, je le fais passer de l'autre côté, à 1 sur F'1 plus 1 sur P1. Je mets sous même dénominateur sans me tromper, donc ça me fait P1 plus F'1 divisé par F'1P1, et vous voyez qu'il suffit maintenant que je passe à l'inverse, qui n'est pas du tout la même chose que de se dire je passe directement tout à l'inverse sans faire attention. Donc P'1 c'est égal à F'1 P1 sur P1 plus F'. Alors là, on en arrive à comment est-ce qu'on présente une application numérique correctement dans un devoir ou dans un concours par la suite quand vous faites votre copie. Donc là, une fois que vous avez la formule littérale, toujours donner
la formule littérale, parce qu'il y aura toujours des points pour la formule littérale. Une fois qu'on a la formule littérale, on l'écrit et ensuite on remplace. Alors, question à se poser. Est-ce qu'on a le droit de rester en centimètres ou est-ce qu'il vaut mieux remettre en mètres? Là, vous avez déjà, on va vérifier un petit peu l'homogénéité, ça tombe bien, vous avez une longueur à gauche, qui est une longueur fois une longueur, donc une longueur au carré, divisée par une somme de longueurs, c'est-à-dire juste une longueur, et donc longueur carrée sur longueur, ça donne bien une longueur. Si je mets tout en centimètres, j'ai des centimètres fois des centimètres divisé par des centimètres, ça me donne des centimètres. Donc je peux tout garder en centimètres ici sans que ça pose de soucis. Quand il y aura des mélanges, une fois qu'on sera sorti de l'optique, là il vaudra mieux repasser en règle générale l'unité du système international. Mais si vous voyez très clairement que ça sert à rien parce que ça va être dans la même unité que le machin dont vous multipliez et puis vous avez un truc sans dimension devant, ce qui est le cas, hein, là par exemple c'est f' sur P1 plus f' fois P1, donc si P1 est en centimètres, ben là, le rapport, il suffit que je mette dans les mêmes unités et je serai tranquille. Donc, une fois que j'ai ça, je fais la présentation, je vous conseille de systématiquement remettre les valeurs numériques. Donc là, f'1, on a dit que c'est 20 cm, au passage, c'est positif, ça veut dire que la lentille est convergente. Donc f'1, c'est 20 cm. P1, par contre, on a dit que c'était négatif, donc c'est moins 10. Attention, ne vous laissez pas avoir. Et je divise par P1, qui est négatif, donc c'est moins 10, auquel j'ajoute 20. Alors là, ça me donne alors je ne vais pas faire la multiplication tout de suite. Généralement, dans les applications numériques, quand on veut les faire de tête, il vaut mieux éviter de faire d'abord les multiplications, sinon vous avez des gros chiffres, et puis après, il faut de nouveau faire des divisions, c'est compliqué. Donc, on va d'abord faire les divisions. Là, vous voyez que on divise par 10, moins 10 plus 20, ça fait plus 10. Moins 10 divisé par 10, ça fait moins 1, et donc je me retrouve avec du moins 20 cm. Et ça me donne une image qui est une image virtuelle puisque l'image est située avant. Et c'est normal parce que en fait vous avez une position à une distance en valeur absolue qui est plus faible que la distance focale, donc entre le centre optique et le foyer objet. Et quand vous êtes dans cette disposition-là, une lentille convergente, ça fait effet loupe. Et l'effet loupe, bah, si vous mettez un œil là, vous voyez l'image en fait qui est derrière la lentille. C'est une image virtuelle. Vous ne pouvez pas la projeter sur un écran, au moins pas directement. Mais par contre, vous pouvez la regarder directement à l'œil. Ok, donc ça me fait une première position d'image qui est à moins 20 cm. Et bon, si je calcule le gamma correspondant, c'est P' sur P. P' c'est moins 20, P c'est moins 10. Donc j'ai un gamma qui vaut plus 2. L'image est droite et arrondie d'un facteur 2. Bien, premier exercice. Ensuite, deuxième exercice. On a une vergence V2 de moins 4 dioptries. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que f'2, c'est 1 sur V2. Donc c'est moins un quart de mètre, et donc c'est moins 25 cm. On a une lentille qui a une distance focale négative, c'est donc une lentille divergente. Donc on a f'2. On vous donne quoi comme autre information? Ça forme une image A' qui est réelle. Si elle est réelle, ça veut dire qu'elle est après la lentille. Ce qui veut dire que P'2 va être positif. Donc là, j'ai P'2 qui est égal à 10 cm, donc à plus 10 cm. Ok, donc là je traduis l'énoncé. Où se trouve l'objet? Pour trouver l'objet, j'utilise Descartes. Je connais la distance focale qu'on a trouvée ici. Je connais le 1 sur P', enfin le P', donc je peux calculer facilement le 1 sur P', et je veux isoler 1 sur P. Vous voyez que si j'isole 1 sur P, je le fais passer de l'autre côté, le 1 sur F' aussi, je me retrouve avec Descartes qui dit que 1 sur P2, c'est égal à 1 sur P'2 moins 1 sur F'2. De nouveau, je vais mettre correctement sous même dénominateur. J'ai du F'2 moins P'2 divisé par P'2 F'2. Donc c'est important que les mises sous le même dénominateur ce soit vraiment automatique. Si vous avez des problèmes avec ça,
faites les calculs, refaites-les, entraînez-vous, regardez ce que vous avez fait en quatrième, en troisième, ou avant pour la mise sous même dénominateur, mais entraînez-vous, c'est important. Donc, je vous rappelle, moi, visuellement, c'est la mise sous même dénominateur, je fais passer ça là, et puis je multiplie en dessous, et automatiquement, visuellement, je vois ce qui se passe. Bon, et donc là-dedans, je passe maintenant à l'inverse, et j'ai P2 qui vaut P'2 F'2 divisé par F'2 moins P'2. Bien, donc, j'ai mon P'2, j'ai mon F'2, il ne me reste plus qu'à faire l'application numérique. De nouveau, c'est un rapport, c'est homogène, c'est une longueur au carré divisée par une longueur, donc tout va bien de ce côté-là. Et il ne me reste plus qu'à mettre à l'intérieur les valeurs numériques, je vais les garder en centimètres, comme ça j'aurai le résultat en centimètres. P'2, c'est 10, F'2, c'est moins 25. En dessous, j'ai F'2, donc moins 25, moins P'2, 10, donc moins 10, j'ai du moins 35. Donc je me retrouve avec du moins 250 divisé par moins 35. Ça c'est un tout petit peu moins évident à faire de tête, quoique 35 c'est 7 fois 5, donc, et 250 c'est 50 fois 5, les moins se simplifient, donc je me retrouve avec 50 divisé par 7, ça c'est relativement sympa. Pourquoi c'est sympa? Parce que 7 fois 7 ça fait 49, et donc 50 divisé par 7 c'est presque 7 fois 7 divisé par 7, donc c'est à peu près égal à 7 cm. Ce sera légèrement 1/7 de centimètre plus grand que ces 7 cm. Et 1/7, ça doit faire 0,14, donc j'ai du 7,1 qui devrait apparaître. Mais bon, à l'application numérique à la louche comme ça devrait être bon. Comment est mon image, mon objet, je cherche un objet. L'objet est situé avec un P2 qui est positif, il est donc après, c'est un objet virtuel. Et cet objet virtuel à 7 cm peut me permettre de calculer le gamma 2 correspondant qui vaut P'2 sur P2. Donc c'est 10 sur 7 et 17e. Ça fait justement normalement à peu près 1,4. Et donc vous avez votre grandissement positif ici, plus grand que 1. Donc l'image est plus grande que l'objet. Avant aussi, l'image était plus grande que l'objet en taille absolue, en taille linéaire, donc mesurée avec une règle directement. Ok, bon, qu'est-ce qui me reste? Il me reste le petit 3, j'ai encore un tout petit peu de place ici, je vais en profiter. Donc, ce petit 3, j'ai une image virtuelle à 30 cm de haut. Ça, je l'interprète en disant que c'est P'3 vaut moins 30 cm. L'image est virtuelle à condition qu'elle soit à gauche, c'est-à-dire que les rayons qui sortent se croisent à l'endroit où ils ne sont pas passés, donc forcément il n'y a que leur prolongement qui se croise. À partir d'un objet virtuel, ça veut dire que l'objet, lui, il est à droite, les rayons qui rentrent se croisent derrière la lentille, donc plus loin que haut, donc ici j'ai un P3 qui vaut 10 cm. Et je veux F'3, et puis son inverse, donc à faire. Alors, il suffit de calculer ici, cette fois-ci je vais faire directement la mise sous même dénominateur de tête. Ça c'est pour s'entraîner au fur et à mesure à faire les choses. Vous posez-le si jamais ça vous pose des soucis. Vous voyez que ça me fait du P moins P' sur PP', et donc quand je passe à l'inverse, mon F'3 c'est égal à PP' sur P moins P'. Et donc, quand je remplace les valeurs numériques, P, c'est 10, P', c'est moins 30, divisé par P, donc 10, moins 30, donc plus 30, ça me fait 40. 40, donc avec le 10, ça me fait un quart, donc ça me fait moins 30 quarts, et 30 quarts. Donc si je divise par 2, ça fait 15, la moitié de 15, ça fait 7,5, donc je dois avoir du moins 7,5 cm. Voilà, et la vergence, la vergence V3, c'est l'inverse de F'3, donc c'est 4/30.
4 trentièmes, c'est 4 tiers divisé par 10. 4 tiers, c'est 1,33. Divisé par 10, ben, je me retrouve avec du 0,13 dioptrie. Voilà, donc 0,133 dioptrie, ça me permet d'obtenir les valeurs. Vous voyez, systématiquement, j'utilise la même formule. En règle générale, les exercices, quand ils se rapportent à l'utilisation de Descartes, c'est vraiment pas compliqué. Par contre, il faut faire attention à quelles sont les données que vous avez, quels sont les signes qui correspondent, et ensuite à ne pas vous tromper sur les passages à l'inverse pour chaque résolution. On va faire un deuxième exercice d'application dans lequel on va considérer deux lentilles de vergence respective V1 et V2, et on va essayer de prouver que si les deux lentilles sont accolées, c'est-à-dire en contact quasiment l'une avec l'autre, alors elles sont équivalentes à une seule lentille de vergence V1 plus V2. Donc essayez de réfléchir à ça et voyez comment est-ce que vous pouvez me prouver rigoureusement ceci en faisant une interprétation correcte de tous les termes de l'énoncé. C'est bon, vous avez réfléchi à la question? Alors, pour prouver ça, on va commencer par se faire un petit dessin et regarder de manière générale qu'est-ce qui va se passer quand on a deux lentilles. Pas encore accolées, on en réfléchira après. Donc on prend deux lentilles, une lentille L1 ici, et on va les mettre sur le même axe optique pour que les conditions de Gauss soient vérifiées en même temps sur les deux lentilles, et une lentille L2 ici. On a un centre O1 là, un centre O2 ici, et donc de ces deux lentilles, on va prendre un objet A, et ça va nous donner une image après passage dans l'ensemble du système optique qui va être A'. Donc on a l'objet A qui, par application de la lentille L1, donne une image A1 qui va servir d'objet pour la lentille L2 pour finalement donner une image finale qu'on va noter A'. Alors, il y a certains exercices où on va marquer A' et A seconde, mais l'idée est exactement la même au niveau des notations. Moi, ce que j'aimerais, c'est montrer que de ce A, j'arrive avec une lentille équivalente, directement à prédire la position de A'. Alors, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Pour qu'on ait quelque chose comme ça, il va falloir calculer une vergence équivalente, et donc pour que ce soit équivalent à une lentille, il faut bien sûr que cela respecte la relation de conjugaison de Descartes. Donc ça veut dire qu'il doit exister déjà un centre optique OEC tel que OEC A', 1 sur OEC A' moins 1 sur OEC A, c'est égal à cette vergence équivalente. Ça, c'est de manière générale. Je dois avoir cette relation-là pour pouvoir dire que j'ai une lentille qui est équivalente. Qu'est-ce que j'ai effectivement? Je peux utiliser la loi de Descartes pour L1. Elle me dit quoi? Elle me dit que 1 sur O1A1 moins 1 sur O1A, c'est égal à la vergence de la première lentille, 1 sur F'1, c'est-à-dire V1. Et si j'utilise Descartes pour L2, les deux seules informations que j'ai à disposition, j'ai 1 sur O2A', puisque c'est A' l'image pour L2, moins 1 sur O2A1, puisque c'est A1 l'objet pour L2, qui est égal à V2. Et vous voyez que moi j'ai besoin de A' ici, et j'ai besoin de A là. Ce serait sympathique que ça se simplifie. Le problème, c'est qu'il n'y a pas le même centre optique a priori. Voilà, j'ai un O1 pour la première lentille, j'ai un O2 pour la deuxième lentille. Si O1 était égal à O2 et que je faisais la somme de ces deux choses-là, puisqu'on veut avoir une vergence équivalente qui est la somme des deux, donc on se doute bien qu'il va falloir faire la somme de ces deux équations-là, alors peut-être que ça va marcher. Et là, j'utilise l'hypothèse, si les lentilles sont accolées, donc l'une accolée, accrochée à l'autre, ça m'implique que les deux centres optiques
sont à peu près au même endroit. En vrai, vous avez les lentilles qui ont une certaine épaisseur, donc qui ne peuvent pas être au même endroit. Mais dans ma modélisation où les lentilles sont parfaitement filiformes, les deux, je peux mettre les deux plans qui n'ont pas d'épaisseur sur le même endroit et donc avoir le O1 et le O2 qui vont être parfaitement confondus l'un avec l'autre. Si O1 est à peu près égal à O2, ce que je vais noter du coup O, à ce moment-là, mes deux relations se réécrivent 1 sur OA1 moins 1 sur OA égale V1 et 1 sur OA' moins 1 sur OA1 égale V2. Donc j'ai une équation 1, une équation 2. Si je regarde l'équation résultante de la somme de ces deux équations, vous voyez que ce terme-là va se simplifier avec ce terme-là. Il me reste du 1 sur OA' moins 1 sur OA qui est égal à V1 plus V2. Et vous voyez que si les deux lentilles sont accolées, à ce moment-là, j'ai une relation de Descartes qui fait intervenir les deux vergences. Et c'est pour ça qu'en fait, les opticiens utilisent les vergences, parce que c'est facile à additionner. Et puis quand vous avez une correction à mettre, vous rajoutez une lentille. Par exemple, si vous avez 2 dioptries et puis vous devez arriver jusqu'à 5, vous rajoutez une lentille de 3 dioptries directement dessus et ça vous fait la correction telle que vous la voulez. Et donc, alors bien sûr, après, on va essayer de faire, c'est mieux d'avoir une seule lentille de 5 dioptries plutôt qu'une superposition de plusieurs. Mais en première approximation, ça permet d'obtenir rapidement le résultat voulu. Et vous voyez que, étant donné que les lentilles sont confondues, vous avez que le centre optique, le OEC qui est ici, est naturellement choisi pour être le centre optique de chacune des deux lentilles. Donc là, j'ai juste montré que si elles sont accolées, c'est équivalent à une lentille de vergence équivalente V1 plus V2. Je n'ai pas du tout montré que le fait qu'elles soient non accolées impose que ça ne puisse pas être remplacé par une seule lentille. Et en fait, en règle générale, ce sera le cas. Si vous avez deux lentilles non accolées, vous ne pourrez pas dire « Ah tiens, c'est comme si j'avais une seule lentille qui aurait telle focale ou et telle position ». C'est pas possible de trouver cette relation de conjugaison qui est la même tête quand on doit combiner ces deux choses-là. Si vous remplacez, il n'existe pas de point OEC qui vous permette d'avoir du 1 sur OEC' moins 1 sur OEC A qui est constant et qui serait du coup égal à une certaine vergence équivalente. Donc il n'y a que quand vos deux lentilles sont accolées qu'effectivement elles puissent être considérées comme une seule lentille. Et ça, on l'utilisera en TP par exemple pour faire une mesure rapide de vergence de lentilles divergentes, parce qu'on a une méthode très rapide qui s'appelle l'autocollimation, mais qui ne marche que pour des lentilles convergentes. Donc on accolera à notre lentille divergente une lentille qui est plus convergente et dont on a déjà déterminé la vergence. Et par la méthode, on a la vergence équivalente, donc le V1 plus V2, connaissant V1, on pourra en déduire V2. Alors on en arrive à la formule de conjugaison de Newton. La formule de conjugaison de Newton, c'est ce qu'on appelle la formule de conjugaison avec origine au foyer, avec origine au et foyer avec des S, c'est au pluriel, c'est-à-dire que vous avez deux foyers pour votre lentille convergente ou divergente, le foyer objet, le foyer image, et en fait les deux vont intervenir dans cette formule. Si on regarde l'expression correspondante, on va tout de suite vous la donner, ça dit que la distance algébrique du foyer objet jusqu'à l'objet, multipliée par la distance algébrique du foyer image jusqu'à l'image, est égale à une constante, et cette constante est reliée à la distance focale au carré. Donc là, vous remarquez que le signe de cette distance focale n'a pas d'importance, c'est-à-dire que c'est pareil pour une lentille convergente ou une lentille divergente. Le produit est toujours négatif, ce qui veut dire que si A, par exemple, est à droite du foyer objet, alors A' est forcément à gauche du foyer image, et réciproquement, et ça va nous permettre de re-regarder les diverses combinaisons qu'on vous montrera dans une autre vidéo pour obtenir qu'est-ce qui se passe quand votre objet
situé à tel endroit pour pouvoir savoir si j'ai un objet réel, une image virtuelle, etc. Systématiquement, ça permet de le prédire facilement. Donc ça, c'est la formule de Newton. Alors, vous, ce que vous devez savoir absolument, c'est l'utiliser. Donc le mieux, c'est d'en avoir souvenir, même si normalement on est censé vous la fournir. C'est bien de toujours l'avoir en tête. Donc la formule de Newton, il faut la connaître. Et puis elle est accompagnée, comme la formule de Descartes qui était accompagnée d'une formule sur le grandissement, elle est accompagnée de deux expressions du grandissement. Votre grandissement qui va être relié soit à la position de l'objet et à la distance focale, ça va être f' sur fa, soit à, on va le remarquer comme ça, soit à la position de l'image, donc ça va être du f'A' qui intervient, et de nouveau, il va y avoir la distance focale. Attention, dans ces relations-là, il y a un moins, donc si jamais on oublie de vous le fournir, le mieux c'est de vous refaire un bon petit schéma, et puis d'essayer de le redémontrer très très rapidement, comme on va le faire. Donc on va faire une petite démonstration. De nouveau, je vais me baser sur le dessin qu'on avait fait dans la section précédente pour la démonstration de la formule de Descartes. C'est-à-dire, vous prenez simplement un objet, vous dessinez une image par la lentille, puis vous dessinez tous les petits triangles en s'appuyant sur les trois rayons principaux. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est ces deux triangles-là qu'on avait déjà utilisés, et ceux-là. C'est-à-dire que pour Descartes, on utilisait le rayon central. Pour Newton, on va s'appuyer systématiquement sur des triangles en situation de Thalès, dont un des sommets, c'est l'un des points focaux, donc soit le point focal objet, soit le point focal image. Et donc la question à se poser, c'est à partir de ce dessin-là, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Donc en fait, on va démontrer ces deux trucs-là, et vous voyez que en fait, quand je vais utiliser l'égalité, ça va être très simple d'obtenir ça. Donc, si je me place dans les triangles, alors on commence par OF'I et A'F'B'. Donc, vous voyez que je m'appuie ici sur le foyer image. Donc naturellement, c'est cette version-là qui va intervenir. Alors on va essayer de le faire dans le bon sens. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que A'B' sur OI, donc j'ai pris les côtés opposés, donc A'B' sur OI, vous voyez que systématiquement je pars de l'axe optique pour aller vers l'autre sommet. Pour garder ça, je vais pouvoir dire c'est F'A' sur F'O. Donc ça, c'est F'A' sur F'O. Et en ayant ça, vous voyez que c'est très proche de cette expression-là, puisque A'B', je le garde, mais OI qui est ici, c'est exactement la même chose que AB, donc c'est la même chose que A'B' sur AB, c'est-à-dire, c'est mon gamma, donc le gamma qui est là, et de ce côté-là, bon, F'A' je le garde, puisque visiblement il apparaît dans la dernière relation, et F'O, c'est l'opposé de OF', ça veut dire que c'est l'opposé de la distance focale de ma lentille, que ma lentille soit convergente ou divergente. Donc ça, c'est le premier triangle, celui qu'on avait déjà utilisé et qui nous avait servi par la suite à faire la démonstration pour obtenir la loi de Descartes. Si je me place dans un autre triangle, celui qui s'appuie, un autre couple de triangles, celui qui s'appuie là sur F. Donc, dans le couple AFB, OFJ. Qu'est-ce que je vais avoir? De nouveau, je vais partir de l'axe optique et je vais aller vers le sommet qui est hors axe optique. Donc ça me fait OJ sur AB en algébrique, parce que je conserve mes relations et je fais attention d'aller toujours dans le même sens. Et maintenant, je pars de F, c'est égal à FO sur FA. FO sur FA. Vous voyez apparaître le sur FA qui est là. FO, je vais de F à O, vous voyez que c'est la même chose que d'aller de O à F', c'est donc
la distance focale petit f', divisé par FA, lui je le garde puisque c'est ce que je veux, et de l'autre côté il suffit de montrer que c'est gamma. Pour montrer que c'est gamma, ah bah vous avez OJ, là vous avez un rectangle, donc OJ c'est la même chose que A'B', donc c'est A'B' sur AB, et donc j'obtiens bien l'expression de gamma. À partir du moment où j'ai ces deux expressions, il suffit que je les égale. Donc on a le gamma qui doit toujours valoir la même chose, puisque à chaque fois c'est A'B' sur AB. Je dois donc avoir f' sur FA qui va être égal à f'A' sur moins f'. Je fais passer le f' de ce côté-là, le FA de ce côté-là. Je me retrouve avec du moins f' carré qui est égal à FA que multiplie f'A'. Donc cette formule de Newton, pour ne pas se tromper, il faut toujours se dire l'objet est avec l'objet, l'image avec l'image, le foyer objet jusqu'à l'objet, le foyer image jusqu'à l'image. Si vous le prenez dans l'autre sens, de l'objet au foyer objet et de l'image au foyer image, c'est pas grave, ce sera pareil étant donné que vous avez échangé le signe des deux membres du produit et donc vous n'avez pas changé le signe du produit global. Donc, à retenir la formule de Newton, ce qui permet de simplifier un certain nombre de calculs. Alors on verra tout à l'heure que en fait, ce que vous devez savoir faire, c'est choisir correctement si vous avez besoin de Descartes ou de Newton, et ça c'est en fonction de l'énoncé. Si l'énoncé définit les positions par rapport au centre optique des lentilles, il est vraisemblable que Descartes soit plus adapté à votre problème. S'il le définit par rapport au foyer des lentilles, il est vraisemblable que ce soit Newton qui soit plus adapté. Ceci étant dit, en pratique, de mon expérience courante, c'est vraiment Descartes qui est utilisable quasiment partout, sauf si vous avez un exercice qui porte sur le microscope, parce que le microscope, Newton permet vraiment de simplifier les calculs. Après, c'est une ligne de plus ou de moins selon que vous utilisez l'un ou l'autre. Donc moi, je préfère utiliser systématiquement Descartes pour bien maîtriser ça et toujours travailler sur la même chose et puis travailler mon calcul sur les inverses. Mais c'est pas obligatoire, vous pouvez très bien utiliser Newton. Alors, un petit exercice. Allez, pour faire une utilisation de ce truc-là, on place un objet 5 cm après le foyer objet d'une lentille de focale f' égale 50 cm. Donc f' égale 50 cm et on met un objet 5 cm après le foyer objet, donc après f. Alors, première question. Où se trouve l'image comparée au foyer image? Quelle est sa nature? Donc, j'aimerais savoir si l'image, où est-ce qu'elle est et est-ce qu'elle est réelle ou virtuelle? Alors attention là, avec Newton, ce sera un tout petit peu plus dur, il va falloir se ramener puisque le caractère réel ou virtuel, c'est la position par rapport à O et Newton va vous donner les positions par rapport au foyer. Ensuite, j'aimerais avoir le grandissement de mon système, savoir si l'image elle est droite ou renversée, agrandie ou rapetissée. Et on refait même question si f' est cette fois-ci, enfin si la lentille est maintenant une lentille divergente, c'est-à-dire que f' fait moins 50 cm, et notamment il faudra se poser la question de comment est-ce qu'on fait pour placer l'objet. Je vous laisse réfléchir 2 minutes, essayez d'appliquer, c'est très rapide mais il faut le faire pour l'avoir manipulé une fois, et puis on fait la correction juste après. Bien, on va corriger ce petit exercice alors. On vous dit déjà que l'objet est placé 5 cm après f. Après, dans le sens sur le trajet des rayons lumineux. Ça veut dire que ça, vous pouvez l'interpréter en disant que la distance algébrique de f à A, c'est plus 5 cm. Ensuite, on vous demande la position de l'image par rapport au foyer image. Ça veut dire qu'on veut f'A'. Il suffit d'utiliser Newton. Et Newton vous dit que f'A', c'est moins f' carré divisé par FA. Et donc,
Là, vous avez des centimètres carrés divisés par des centimètres, va me donner des centimètres. Donc, si je garde tout en centimètres, j'ai la réponse en centimètres, tout va bien. Donc, ça me fait moins 50 au carré divisé par 5. 50 au carré, ça fait 50 fois 5 fois 10, donc il ne me reste plus que moins 500 centimètres. Donc, c'est égal à moins 5 mètres. Donc votre image, elle est 5 mètres avant le foyer image. Et si je calcule du coup OA' en disant que c'est OF' plus F'A'. Donc ici, j'avais OF' qui était mes 50 cm. F'A' c'est moins 500, donc je me retrouve avec moins 450 cm. Ça veut dire que mon image est virtuelle puisqu'elle est avant le centre optique O. Donc là, j'ai une image qui est une image virtuelle, automatiquement. Et elle est plutôt loin, puisqu'elle est 450 cm, donc 4,5 mètres avant la lentille. Alors, pour avoir le grandissement, le plus simple, c'est d'utiliser l'une de ces formules-là. Et en général, il faut absolument éviter de s'appuyer sur ce que vous avez déjà calculé, parce que si vous avez fait une erreur de calcul, une détourderie, ou dans l'application numérique, ou dans la formule qui était juste avant, eh bien vous risquez d'avoir la même erreur alors que votre raisonnement est juste et donc pas avoir tous les points. Là, il vaut mieux utiliser ça parce qu'on connaît F', on connaît FA, puisque c'est donné directement par interprétation de l'énoncé. Donc le grandissement gamma, qui est égal à F' sur FA, c'est donc 50 cm divisé par 5 cm, c'est égal à 10. J'ai donc une image qui est droite et agrandie 10 fois de mon système, donc une image qui va être plus grande que l'objet qui était à la base. Donc ça, c'est pour qu'est-ce qui se passe avec ma lentille convergente si je prends une lentille divergente. Soit. La lentille divergente, qu'est-ce que ça change? J'ai toujours la loi de Newton qui est ici. J'ai toujours le FA qui est comme ça, puisque c'est imposé par l'énoncé. Donc, j'ai la même chose. Au lieu d'avoir un 50 au carré, je vais avoir moins 50 au carré. Mais ça ne change absolument rien, puisque le signe, une fois mis au carré, n'intervient plus. Ce qui veut dire que mon image est de nouveau 5 mètres avant F'. Sauf que là-dedans, OA', il est toujours égal à OF' plus F'A', mais OF' c'est moins 50. Donc au lieu d'avoir moins 450 cm, j'ai moins 550 cm. Donc l'image est 5 mètres 50 avant la lentille. Bon, ça change rien au caractère virtuel, mais il est encore plus loin sur la gauche. Et si maintenant j'utilise cette formule pour avoir le grandissement, gamma c'est égal à F' sur FA, c'est toujours valable, sauf que maintenant F' est négatif, donc je vais avoir moins 50 sur 5, donc du moins 10. Mon image est agrandie, elle est 10 fois plus grande en taille linéaire, mais elle est à renverser si jamais j'avais une lentille divergente dans ce cas-là. Dernière question qu'on avait posée, comment est-ce qu'on doit procéder pour placer l'objet? Étant donné que l'objet, il est 5 cm après le foyer. Quand vous avez une lentille convergente de 50 cm de focale, c'est pas grave. Vous avez votre lentille là, le foyer ici, donc là 5 cm après, ça marche. Par contre, pour une lentille divergente, le foyer, il est de l'autre côté. Ce qui veut dire que vous êtes à droite de la lentille divergente. Si je fais un petit schéma rapide, j'ai ma lentille comme ça, j'ai son foyer objet qui est à droite et le foyer image qui est à gauche. Et donc, il faut que je place les choses là, ici. Ce qui veut dire que je vais devoir forcément former cet objet par intersection de rayons qui arrivaient sur la lentille. Donc il me faut un autre système optique dont l'image devrait être ici, qui puisse se servir d'objet à ma lentille divergente. Et si l'objet ici, mon image va être comme ça, à gauche, très loin à gauche, puisque là le dessin ne pourra pas tellement nous aider. Vu les valeurs qui sont en place, ce ne sera pas possible de faire un dessin à l'échelle qui soit facilement lisible. Voilà, alors ça c'était pour l'application du petit exercice et conclusion sur ce que vous devez savoir faire pour l'usage.
usage. En règle générale, Newton ou Descartes, c'est kiff-kiff, mais si les données sont fournies par rapport à O, en règle générale, utilisez plutôt Descartes, ce sera plus facile. Après, les deux marchent, hein. Mais Newton a l'inconvénient que la formule sur le grandissement, une histoire de signes, c'est lequel, où est-ce que ça apparaît. Donc en règle générale, il vous faut refaire un dessin et donc vous perdez du temps pour essayer de retrouver ça si c'est pas fourni par l'énoncé. Donc alors que le P' sur P, il est vraiment super facile. En revanche, les calculs avec Descartes, avec les inverses, il faut s'entraîner, mais c'est un bon entraînement. Donc si les données sont fournies par rapport à O, il préférait Descartes. Si les données sont fournies par rapport à F et F', préférez Newton. Et si c'est un microscope, alors là, très clairement, préférez Newton. En pratique, c'est le seul type d'exercice que j'utilise personnellement, moi, où je préfère Newton, parce que en règle générale, avec Descartes, on arrive très rapidement et très efficacement au résultat voulu. Voilà, donc ça, vous devez savoir choisir la bonne formule pour résoudre l'exercice qui vous est proposé. Alors, on va faire encore une petite démonstration, pas tout à fait au programme, mais c'est un exercice très classique qui permet de faire le lien entre Descartes et Newton. En d'autres termes, on vous dit, vous avez la relation de Newton, démontrez-moi Descartes, ou vous avez la relation de Descartes, démontrez-moi Newton. Donc, je vais en faire un. Vous pouvez essayer de voir comment faire l'autre en exercice. Donc, lien algébrique Descartes, Newton. Donc, on va le faire le sens de Newton vers Descartes. Et la question à se poser, c'est comment on fait une telle démonstration? Quelles sont les idées à avoir? Donc, on va faire le sens Newton-Descartes. Donc on part de F'A' fois F'a qui est égal à moins F' carré. Et on aimerait arriver jusqu'au 1 sur P' moins 1 sur P égale 1 sur F'. Alors comment on fait? Quand vous avez ça, le plus simple, c'est d'introduire le point qui vous arrange. En l'occurrence, le point O. Si j'introduis en utilisant la relation de Chasles O là-dedans, je vais avoir du OA', donc du P'. Et si j'introduis O là-dedans, j'aurai du OA, donc du P. Donc je vais simplement faire ça et voir si ce qui me reste, c'est pas gentiment exprimable avec autre chose. Donc ça, par relation de Chasles, c'est F'O plus OA'. F'O, c'est moins OF'. OA', c'est ce que j'ai noté P'. Et OF', c'est la distance focale. Donc, F'A', c'est P' moins F', avec le petit f de la distance focale. Et j'ai FA, je vais faire exactement la même chose. À partir du moment où j'ai fait ça, vous allez voir que ça va couler tout seul. Donc c'est FO plus OA. FO, c'est la même chose que OF', plus OA, OA, c'est P. Et donc je me retrouve avec du F' plus P. J'ai introduit F', P' et P. Il suffit maintenant de remplacer. On remplace dans Newton. Et on obtient que moins F' plus P' facteur de F' plus P doit être égal à moins F' carré. Là, je ne sais pas trop quoi faire. On va développer parce que là, vous voyez que le moins F' fois F', ça va me faire du moins F' carré qui va se simplifier. Donc, je développe simplement moins F' carré plus P' F'
moins f' fois p, donc moins f'p, et j'ai du plus p, p', qui est égal à moins f' carré. Donc ce terme-là, il part avec celui-ci. Et là, vous voyez que, ah tiens, c'est relativement sympathique ça. On va dire que on va garder le pp' de ce côté-là. On va faire passer le reste avec le f' de l'autre côté. Donc je vais avoir f' facteur de p moins p'. Descartes, vous savez qu'on doit faire apparaître du 1 sur f', donc je vais l'isoler, je vais diviser par f', et puis du coup de l'autre côté je vais diviser par pp', donc je me retrouve avec du 1 sur f' qui est égal à p moins p' sur pp'. Et là, en simplifiant, p sur pp' ça fait 1 sur p', p' sur pp', ça fait 1 sur p, le moins il reste, donc j'ai bien 1 sur f' qui est égal à 1 sur p' moins 1 sur p. Si vous voulez faire le chemin inverse, là, je vous laisse réfléchir, mais l'idée est à peu près la même, c'est-à-dire qu'il faut introduire au bon endroit les points qui vous arrangent, les remplacer dans la formule de Descartes, et puis essayer de voir en remontant si par hasard ça ne va pas se simplifier. Si ça ne se simplifie pas, si vous avez fait une erreur quelque part, et donc il va falloir essayer de simplifier un tout petit peu tout ça et de vérifier à quel endroit vous avez pu faire une étourderie vraisemblablement dans votre système. Bon, on passe maintenant à une démonstration qui, elle, est explicitement au programme officiel. C'est la condition que D doit être supérieur ou égal à 4f' pour une lentille convergente. Donc je vais expliquer ce que ça veut dire juste après. Donc condition D supérieur ou égal à 4f' pour une lentille convergente. Et cette condition-là, en fait, pourquoi est-ce qu'elle est au programme? Parce qu'on s'est rendu compte, les examinateurs de concours se sont rendus compte que en TP, puisque l'optique c'est quand même évalué principalement en TP, les élèves étaient désespérément à la recherche d'une image et que cette image, en fait, ils n'arrivaient pas à l'obtenir pour la simple raison qu'ils avaient mis l'objet et l'écran, donc la position où ils cherchaient l'image, beaucoup trop proches l'un de l'autre par rapport à la distance focale de leur lentille. Ils avaient beau déplacer leur lentille au milieu, pas moyen de trouver une image. Et pour cause, il n'était pas possible d'avoir une image de cet objet sur l'écran dans la configuration où ils l'avaient. Il faut que la distance entre l'objet et l'écran, ce fameux D, soit supérieure à 4 fois la distance focale. Quand vous avez une focale de 10 cm, vous mettez ça à peu près à cette distance-là, c'est-à-dire 50 cm, ça marche, vous trouvez une position. Mais dès que vous prenez une focale de 20 cm, il faut se mettre à plus de 80 cm, et ça, sur le banc d'optique, les élèves avaient tendance à pas aller assez loin, et donc que ça ne marche pas. Donc, on va montrer, donc montrons que pour une lentille convergente, donc c'est quand même assez restrictif, hein. Il nous faut une lentille convergente, ça ne marche que pour une lentille convergence. Donc pour une lentille convergente, on ne peut obtenir une image réelle à partir d'un objet réel, on ne peut obtenir une image réelle. Alors ça veut dire quoi que l'image est réelle? Ça veut dire que P' va être positif à partir d'un objet réel si l'objet est réel, ça veut dire que P, lui, est négatif. Donc on ne peut obtenir ça que si la distance entre l'objet et l'image, donc la distance grand D qui est égale à AA' entre objet et image, dépasse 4 fois la distance focale. Et donc, en fait, c'est un théorème d'existence
qui dit que si grand D est supérieur à 4F', alors il existe au moins une position de la lentille telle que l'objet est envoyé sur l'écran que vous voulez, et si grand D est inférieur à 4F', il n'existe pas de position de la lentille qui vous permette d'envoyer l'objet sur l'écran, l'image de l'objet sur l'écran que vous êtes imposé. Je vous laisse réfléchir à la démonstration, parce que c'est important d'essayer un petit peu. Donc là, vous avez le temps. Essayez, prenez votre crayon et essayez d'explorer ça. Voyez comment est-ce que vous pouvez explorer un petit peu et si la démonstration que je vais faire va être correcte. Si jamais tout à l'heure la démonstration que je fais ne ressemble pas du tout à ce que vous avez fait, eh bien vous me demanderez directement ou dans les commentaires si ça peut être correct ou si vous avez fait une erreur quelque part. Et puis on se retrouve tout de suite après. Alors il y a plusieurs démonstrations possibles pour ce résultat-là. Nous, on va essayer de s'orienter vers l'obtention d'un trinôme et montrer qu'un trinôme dont les positions de l'objet va être l'une des racines, et on montrera qu'il n'existe de racine que si on a une certaine condition, et cette condition, ça va être le D supérieur ou égal à 4F'. Et donc, si vous arrivez, quand vous essayerez de refaire cette démonstration-là en question de cours, parce qu'elle va tomber en question de cours, vous vous poserez la question, bah tiens, si j'arrive vers un trinôme, c'est plutôt bon signe, et si vous n'arrivez pas à obtenir votre trinôme, c'est qu'il y a quelque part où il faut revoir dans la manière de regarder les choses. Alors, comme pour la démonstration de tout à l'heure, on va partir de la définition de grand D, et puis on va essayer de faire apparaître le P et le P' qui apparaissent dans Descartes, puisque le but, ça va être d'utiliser la relation de Descartes pour voir comment est-ce que ça peut se simplifier. Et pour faire ça, eh bien, il suffit que j'ajoute le point O, et donc je me retrouve avec AO plus OA'. OA', c'est P', et AO, c'est l'opposé, donc c'est moins OA, et donc c'est moins P. Donc la distance D va pouvoir s'écrire comme moins P plus P'. Bon, une fois que j'ai ça, bah, ça veut dire que, en fait, P', il s'écrit, en passant P de l'autre côté, grand D plus P. Là maintenant, je vais remplacer ça dans la relation de Descartes, puisque dans Descartes, j'ai trois inconnus, P', P et F'. Là-dedans, F', je connais, P, c'est ce que je vais chercher. Il suffit donc que je me débarrasse de P' au profit de P pour être tranquille. Donc dans Descartes, c'est 1 sur P'. Donc j'utilise la relation de Descartes. Ça, c'est important quand vous faites une démonstration de donner les arguments au fur et à mesure, parce qu'une démonstration, c'est pas que des lignes de calcul les unes après les autres, c'est des explications. Donc, on utilise Descartes, on dit que c'est 1 sur P' moins 1 sur P, qui doit être égal à 1 sur F'. Alors, si je mets sous même dénominateur, ça me fait du P moins D plus P, ne pas oublier les parenthèses, divisé par D plus P multiplié par P, qui est égal à 1 sur F'. Ce truc-là, bah, les P simplifient, donc il me reste juste du moins D. Je fais passer le F là, je fais passer ça de l'autre côté, donc j'ai du moins F'D qui est égal à D plus P fois P. Vous voyez que là, j'approche de mon trinôme dont le discriminant devra être positif pour qu'il existe des valeurs de P qui m'arrangent. Et vous voyez que si je fais passer ça de l'autre côté, j'ai P carré plus DP plus F'D qui doit être égal à 0. Donc, pour qu'il y ait des solutions, là je suis parti du principe qu'il existait une position P telle que j'avais une image en D plus P. Ok. Pour qu'il existe cette position, bah, il faut que ce trinôme-là soit, que P soit solution de ce trinôme. Et pour qu'il soit solution de ce trinôme, bah, il suffit que le discriminant soit positif ou nul.
parce que si on a des discriminants négatifs, on aura une solution qui est une solution imaginaire, et une position imaginaire, c'est quand même difficile à retrouver en physique. On va les utiliser, les complexes en physique, on va même les utiliser beaucoup, mais il nous faudra une interprétation derrière, parce que dans la vie réelle, les nombres, en règle générale, sont réels. Bon, alors j'ai terminé là, juste pour pas gâcher une feuille supplémentaire. Qu'est-ce qu'on a? Mon discriminant, deux discriminants delta, donc c'est b carré, c'est-à-dire grand D au carré, moins 4ac, moins 4 fois a il vaut 1 et c il vaut f'd, donc ça s'écrit d facteur de d moins 4f'. Pour qu'il y ait une solution, il faut que ce delta soit positif. Donc on veut que delta soit positif ou nul, ce qui est équivalent à dire que d facteur de d moins 4f' soit positif ou nul. Alors notez que pour le moment, j'ai pas utilisé ni le fait que ma lentille est convergente, ni le fait que l'objet soit réel, ni le fait que l'image soit réelle. Et en fait, c'est ici que je vais l'utiliser. Vous voyez que comme mon objet est réel, P est négatif, mon image est réelle, P' est positif, ça veut dire que P' moins négatif, donc un positif moins négatif, ça vous donne forcément un positif. Donc ça c'est, par hypothèse, la distance entre l'objet et l'image est positive. C'est normal, vous mettez l'objet là, vous allez mettre votre écran derrière et puis vous mettez votre lentille quelque part au milieu et vous obtenez bien une distance entre l'objet et l'écran qui va être positive. Et donc si D est strictement positif, ce truc-là est positif à condition que la parenthèse soit positive. Donc c'est équivalent à dire que D moins 4f' doit être positif et donc que vous avez D qui doit être supérieur ou égal à 4f'. Donc D moins 4f' doit être supérieur ou égal à 0 car D est positif, d'où D doit être supérieur ou égal à 4f'. Et ça, c'est un résultat important en TP pour réussir à savoir où va se trouver, où vous avez une chance en fait de trouver une position de la lentille qui vous permette d'avoir l'image sur l'écran telle que vous l'avez placée. On le verra avec les méthodes de Bessel et de Silberman, notamment pour la détermination d'une distance focale, pour réussir à le trouver. Vous voyez que si la lentille est divergente, ça me dit D supérieur ou égal à un truc négatif, donc ça ne me donne pas trop d'informations et ça ne va pas me permettre d'obtenir une contrainte suffisante pour m'assurer que D est bien positif là-dedans. Donc là, vous avez la démonstration du D supérieur ou égal à 4f', démonstration qu'il faut connaître pour pouvoir récupérer les informations et puis tous les points dans la question de cours qui aura lieu sur la question.